l'actualité ce vendredi, la colère des jeunes du village de Ragitenga à Korsimoro. C'est le projet de construction de la cité communale de la localité qui fait grincer des dents. Les conférenciers du jour réclament purement et simplement la suspension du projet. Pourquoi cela? Vous les entendrez tout de suite dans ce journal. Et puis, 27 ans après les assises nationales sur l'éducation, le Burkina Faso s'apprête à tenir de nouveau des assises dans le secteur, prévues pour septembre prochain. Le rendez-vous mobilise déjà. Hier, l'actuel ministre en charge de l'éducation nationale était face à ses prédécesseurs. Le point des échanges à suivre également dans un court instant. Et puis, le Tchad rend un dernier hommage ce vendredi au président Idriss Déby Itno, le chef de l'État décédé en début de semaine des suites de ses blessures après avoir participé au combat contre les rebelles dans le nord du pays. Son inhumation, c'est pour cet après-midi. Des obsèques nationales célébrées dans la capitale tchadienne en présence de nombreux officiels, dont le président burkinabé, Roch-Marc Christian Kaboré. Vous êtes bien au rendez-vous de l'information sur BF1. Mesdames, Messieurs, bonjour. Soyez tous les bienvenus. Sur le chemin de la réconciliation nationale, les engagements se multiplient. Le réseau des mouvements du Burkina, qui affiche clairement sa volonté de jouer sa partition dans cette quête, tient en ce moment même un panel sur le sujet. Luc Park-Belgam était à l'ouverture des travaux. Il nous en parle. Le RMBF, le réseau des mouvements du Burkina Faso, ne veut pas rester en marge du processus de réconciliation engagé par les autorités nationales. Pour ce faire, le réseau se positionne en acteur de proposition. Ces propositions sortiront du panel qu'il organise sous le thème « Contribution des acteurs de la société civile au processus de la réconciliation et de la cohésion sociale au Burkina Faso, défis et moyens de mise en œuvre ». Et nous parlons d'une contribution dans le sens carrément d'aller vers une réconciliation durable. Nous parlons de durable. Nous ne parlons pas de réconciliation pour parler de réconciliation. Parce que vous savez qu'il y a des tentatives qu'on a essayées à un moment donné, mais ça n'a pas donné. Je prends l'exemple de la Journée nationale du pardon. Donc nous, en tant que veille citoyenne, nous devons en fait même travailler dans le sens que cette réconciliation-là soit une réconciliation véritable et une cohésion sociale en fait même qui marche. Parce que si on parle de réconciliation et on ne parle pas de bonne gouvernance, nous allons retomber dans les mêmes travers. Parce que c'est la bonne gouvernance là qui conditionne carrément une réconciliation véritable. Le RMBF vise à travers ce panel des objectifs allant dans le sens de définir et de s'approprier le contenu de la réconciliation, de déterminer les grands défis de la réconciliation, de sensibiliser le public sur les moyens à mettre en œuvre pour l'apaisement des cœurs des Burkinabés dans la perspective de la réconciliation et de la cohésion sociale. Ces objectifs ne sont pas loin de ceux du guide spirituel Cheikh Soufi Mouaz Ouedraogo, parrain de l'activité. L'initiative qu'ils ont prise est une très bonne initiative que notre pays a besoin aujourd'hui. Vous savez, le Cheikh Mouaz, votre fils qui est devant vous, depuis longtemps, depuis 2008-2009, ça a été mon combat sur le plan national, à appeler les gens à la tolérance religieuse, à l'acceptation de ton prochain, quelle que soit sa religion et tel qu'il est, au respect du prochain. Le réseau des mouvements du Burkina Faso a opté pour des propositions et non des critiques qui ne tendent pas à encourager les acteurs. Il tient à rappeler au ministre d'État chargé de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale que le processus qu'il conduit se doit d'associer toutes les couches de la société et le RMBF est une des structures incontournables pour une réconciliation vraie. Le département en charge de l'éducation nationale, lui, s'attelle à la bonne tenue en septembre prochain des assises nationales sur le système. Une rencontre voulue pour résoudre les problèmes qui minent l'éducation burkinabé. Il s'y est au préalable de travailler à impliquer tous les acteurs concernés. C'est sans doute ce qui a prévalu à la tenue hier d'un face-à-face entre l'actuel ministre et les anciens ministres en charge de l'éducation nationale. On fait le point des échanges avec Madina Sienou. Les anciens ministres en charge de l'éducation nationale face à l'actuel ministre Stanislas Ouarou. Un face-à-face pour discuter des problèmes qui minent le secteur éducatif burkinabé. La situation sécuritaire, par exemple, a entraîné la fermeture de plus de 2000 écoles. Conséquence, 300 000 élèves sont privés d'éducation. Cette rencontre avec ces anciens ministres, qui se tient en prélude aux assises nationales de l'éducation, se veut donc un cadre de partage d'expériences en vue du rayonnement du système éducatif. Depuis un certain nombre d'années,
Les élèves participent régulièrement donc, on va dire, donc, à des mouvements qui perturbent le système éducatif. Les partenaires sociaux sont permanemment donc, en mouvement et en discussion avec le gouvernement. Donc aujourd'hui, donc, il est important que nous puissions, donc, conformément donc, aux engagements du président du FASO et conformément à la décision que le Conseil des ministres a prise le 31 mars 2021 d'organiser des assises. Et notre souhait, c'est d'organiser des assises en faisant en sorte qu'il y ait une participation de toute la communauté. Et c'est pour cela que nous avons souhaité rencontrer tous les ministres qui ont dirigé le système éducatif pour échanger avec eux parce qu'ils ont une longue expérience du système éducatif. Ils ont un passé intéressant et nous souhaitons que cette expérience-là permette donc d'enrichir davantage les thématiques de ces assises. Les premières assises de l'éducation nationale tenues en 1994 avaient permis la formulation de plusieurs recommandations, dont l'adoption d'une loi d'orientation du système éducatif en 1996. 27 ans après, des difficultés demeurent, des difficultés que ces anciens ministres entendent aider à résoudre. Chacun d'entre nous a eu une expérience. Et l'expérience n'est jamais uniforme. Chacun a tiré les leçons et les conclusions du travail que nous avons fait à la tête des différents départements ministériels. Vous savez, l'éducation nationale, c'est le cœur du pays. L'éducation nationale et sa bonne tenue déterminent tout le reste, quel que soit le secteur. Il n'y a pas de département plus important que l'éducation nationale. Nous venons comme en appui au ministre et je trouve le travail qu'il fait, de même que Al-Kassoum au supérieur, formidable. Et nous allons certainement faire des suggestions. Ce sera ça notre principal apport, faire des suggestions et éventuellement peut-être suggérer certains correctifs qui sont indispensables si on veut avancer. Mais en tout cas, si l'école n'avance pas, le Burkina n'avancera pas. Une vingtaine d'anciens ministres, dont Mélégué Traoré, Laya Sawadogo et Odile Bonkungu, ont pris part à cette rencontre qui permettra de dégager des perspectives qui serviront de base de réflexion aux prochaines assises nationales prévues en septembre 2021. Et on en vient à la colère des jeunes de Ragitenga, un village situé dans la commune de Korsimoro. Ces jeunes disent subir depuis 2017 une injustice sans précédent de la part de la mairie. Et pour cause, l'ancienne maire et députée de la 7e législature, Salmata Sawadgo, aurait initié un projet de construction de la cité communale de Korsimoro. Un projet poursuivi jusque-là par le nouveau maire Jacques Ouedraogo. Problème, c'est une initiative lancée sans le consentement de la population qui suscite maintenant la colère de ces jeunes du village. On en sait plus avec les conférenciers du jour. La situation devient de plus en plus grave et très préoccupante. Les populations ont été choquées de ne pas chemin depuis juillet 2020, sous peine de représailles, alors qu'aucun plan d'indemnisation ni de soutien de la mairie ne nous a été soumis. Les conditions d'indemnisation font encore froid dans le dos. Donc, pour dire que ils sont venus dire à la population de ne pas chemin qu'ils vont démarrer bientôt les activités. Alors s'ils sèment, avec la montée des chômages, c'est un peu compliqué. Et comme nous sommes aussi conscients des conséquences de tel acte, nous sommes entrés en discussion. Et jusqu'à présent, rien n'est abouti. Je dis que ce projet s'étend sur 415 hectares. Et sur ces 415 hectares, il était proposé 2 parcelles par hectare pour ceux qui cultivent et 1 million. Notez bien que ces propositions d'indemnisation ont été faites de façon autoritaire, sans l'implication de notre chef de terre, ni le garant de la sécurité du village, de la jeunesse de Ragitenga en particulier et de Korsimoro dans son ensemble. Chose que nous n'avons jamais entendue ni vue.
La page santé de ce journal à présent, le RAM, le réseau d'accès aux médicaments essentiels, veille au grain pour une meilleure accessibilité des populations aux soins de santé. Il vient de rendre public son rapport 2020 sur l'état des lieux de l'accès aux soins pour les maladies prioritaires au Burkina Faso, une étude qui met à nu plusieurs dysfonctionnements destinés à aider les autorités sanitaires dans la prise de décision. On voit tout cela avec Arsène Konditamdi. Le RAM, réseau d'accès aux médicaments essentiels, engagé dans la veille citoyenne en apportant des chiffres sur l'accès aux services de santé au Burkina Faso, des données qui pourraient être croisées avec les chiffres officiels afin de faciliter la prise de décision. On remarque à travers le rapport l'insuffisance des médicaments au sein des services de santé, l'insuffisance de la ressource humaine et la vétusté des appareils. Nous avons essayé de couvrir les 70 districts du Burkina Faso, mais bien sûr, très souvent, c'est les gros centres, avec les gros centres hospitaliers, notamment avec l'hôpital Yalagado à Ouaga, avec l'hôpital Sanou Sourou à Bobo, qui bien sûr, où il y a beaucoup de malades de tous les pays qui convergent, qui bien sûr remportent très souvent la palme des plaintes que les usagers ont avec le système de santé. Ce rapport permet aussi d'évaluer les évolutions remarquées ces dernières années. Concernant surtout les médicaments contre le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose, au début, quand nous produisions ces rapports, effectivement, ils étaient assez nombreux, assez récurrents. Mais même si ce n'est pas encore résorbé, cette année, on n'a pratiquement pas eu de rupture en antirétroviraux, et en antituberculeux, au niveau du paludisme non plus. Donc vraiment, on peut dire que de ce côté, la situation est de plus en plus maîtrisée. Pour le ministre de la Santé, son département est très ouvert aux critiques. Ce genre d'initiative permet de bonifier la gouvernance et il promet d'exploiter le rapport. Nous ne pourrons pas être partout, mais nous savons compter sur les utilisateurs des services de santé pour nous faire savoir la réalité qui se passe dans des formations sanitaires. Quand ça ne va pas aussi, dites-le. Ça ne nous blesse pas individuellement parce que nous aurons des affaires institutionnelles et non pas des affaires individuelles. Donc, ne vous fatiguez pas de nous rappeler que les choses qui ne vont pas dans certains endroits. Nous savons vous faire confiance, faites-nous également confiance. Pour les prochaines années, le RAM dit vouloir poursuivre cette initiative afin de contribuer à améliorer la gouvernance du système sanitaire burkinabé. C'est pratiquement le même son de cloche du côté des acteurs du projet PASMI, le projet d'amélioration de la santé maternelle et infantile de la région sanitaire des Cascades. Piloté par l'ONG Save Children, les différentes parties prenantes étaient en conclave la semaine dernière pour interpeller les autorités une fois de plus sur l'effectivité de la gratuité des soins au grand bonheur des bénéficiaires. Justin Amonto, reportage. La gratuité des soins au Burkina Faso est l'une des préoccupations de l'ONG Save the Children. Ce 15 avril, ces acteurs du projet d'amélioration de la santé maternelle et infantile de la région sanitaire des Cascades sont en atelier. Objectif, plaider pour l'amélioration du système d'accès aux soins de santé au profit des femmes enceintes et des enfants de 0 à 5 ans au Burkina Faso. Le but de cet atelier, c'est vraiment inviter l'ensemble des décideurs à pouvoir améliorer le financement de la gratuité des soins, de telle sorte que ça puisse permettre aux différents centres de santé de fonctionner librement. Parce qu'on remarque des ruptures de médicaments, tout ça c'est dû au fait que le financement n'est pas assez adéquat. Et l'objet de cet atelier-là, c'est vraiment une invite à l'ensemble des décideurs à pouvoir améliorer le financement de la politique de gratuité des soins. Le projet PASMI, c'est un projet qui est né d'un constat qui est relatif aux ruptures observées en médicaments essentiellement génériques dans la région des Cascades. Et pour pallier à ce constat de rupture-là, le projet s'est donné pour objectif de veiller à ce que, au niveau des centres de formation sanitaire qui sont au niveau de la région des Cascades, que les 25 médicaments traceurs soient disponibles 24 heures sur 24, 12 mois sur 12 au niveau de ces centres de formation sanitaire. À travers ce projet dénommé PASMI de l'ONG Save the Children, plusieurs actions ont été menées pour assurer et perpétuer la gratuité des soins des femmes enceintes et des enfants de 0 à 5 ans au Burkina Faso.
Parlons agriculture à présent avec cette innovation que tente d'implémenter l'UNCDF, le Fonds d'équipement des Nations Unies dans la chaîne de valeur du coton, réputé pour être au deuxième rang des exportations agricoles au Burkina Faso. L'UNCDF, qui veut mettre le secteur en phase avec les nouvelles techniques de l'information et de la communication, a donc diligenté une étude sur les opportunités de cette digitalisation de la filière. La restitution des résultats est suivie pour nous par Luc Pacbelga. Le coton occupe la deuxième place en termes d'exportation du Burkina Faso, soit 62% des exportations agricoles selon le système des Nations Unies. Afin de contribuer à l'accroissement de la productivité et des revenus en tirant profit du potentiel des innovations digitales pour améliorer l'accès au financement et aux opportunités économiques des producteurs, l'UNCDF, le Fonds d'équipement des Nations Unies, opte pour une digitalisation de la chaîne de valeur du coton. Au Burkina Faso, la production du coton est une activité stratégique pour le développement économique. Elle joue un rôle déterminant dans la lutte contre la pauvreté. Le coton occupe la deuxième place en termes d'exportation du pays, soit 62% des exportations agricoles et 17% de la production en valeur. La digitalisation de la chaîne de valeur coton pourrait être le meilleur moyen pour optimiser et sécuriser la création des richesses. Au regard des potentialités et de l'importance des flux physiques et financiers dans la filière coton, UNCDF, en tant qu'acteur majeur engagé pour des économies numériques inclusives, a souhaité y contribuer à travers la présente étude afin de ne laisser aucun Burkinabé de côté à l'ère du numérique. L'UNCDF a entrepris une étude sur les opportunités de la digitalisation de la chaîne de valeur du coton. Au cours du présent atelier, une restitution portant sur l'étude et la cartographie de la filière a été faite par le consultant à travers une visioconférence. Sous l'égide du gouvernement burkinabé, l'UNCDF met en œuvre le programme d'appui à la résilience économique et climatique des populations du Burkina Faso à travers les innovations financières et digitales, et cela avec le soutien financier de la coopération luxembourgeoise. Direction Bobo-Dioulasso à présent, où les rideaux sont tombés hier sur la 31e Assemblée générale du clergé diocésain du Burkina Faso et du Niger. 96 heures durant, les participants ont réfléchi autour du thème « Prêtre pour un renouveau de la communion sacerdotale et du ministère pastoral au service de la paix ». Retour ici sur la cérémonie d'ouverture de cette Assemblée générale qui a réuni plus de 300 prêtres. Soto Justin Dabiré, reportage. 395 prêtres du Burkina et du Niger et 9 évêques prennent part à la 31e Assemblée générale des prêtres diocésains de la fraternité sacerdotale Burkina-Niger. Une assemblée générale qui sera marquée par une conférence publique et un travail sur les statuts des prêtres diocésains et africains du Burkina et du Niger. Après la cérémonie d'ouverture, nous allons particulièrement travailler sur le thème. Une conférence nous sera donnée sur le thème tout à l'heure par Monseigneur Laurent Dabiré, évêque de Dori et président de la conférence épiscopale Burkina-Niger. Et ça, c'est aujourd'hui. Et demain, nous allons travailler particulièrement sur le syllabus et les statuts des prêtres diocésains et africains du Burkina. Prêtres pour un renouveau de la communion sacerdotale et du ministère pastoral au service de la paix, c'est le thème de cette 31e Assemblée générale des prêtres diocésains de la fraternité sacerdotale Burkina-Niger. Le choix du thème de cette année, il s'explique tout simplement parce que vous savez que la communion, elle est toujours à faire, elle est toujours à bâtir. Comme on leur a dit, le fait d'être ordonné prêtre nous fait tous être, j'allais dire, des disciples de Jésus, des prêtres selon son cœur. Et donc la fraternité qui nous lie, ce n'est pas une affaire optionnelle. Le simple fait que chacun de nous a été appelé par le Christ pour être prêtre, non seulement il doit s'attacher au Christ, mais il doit également accueillir l'autre comme ayant été choisi aussi par le Christ. Et c'est ensemble que nous devons réellement être enracinés dans le Christ
et travailler à consolider la communion et la fraternité entre nous. C'est même une condition nécessaire pour la fécondité de notre travail. Pour l'archevêque de Bobo-Dioulasso, l'organisation de cette 31e Assemblée générale dans son diocèse est un événement exceptionnel de grâce. L'Assemblée générale des prêtres diocésains de la fraternité sacerdotale Burkina-Niger se tient chaque 2 ans pour créer un courant de communion entre les prêtres et entre eux les évêques. Venons-en à la libération de l'activiste chroniqueur radio au Mali. Rappelez-vous, le 2 mars dernier, la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Bamako a prononcé l'annulation des procédures visant cette personnalité malienne poursuivie pour complot contre le gouvernement. Parmi ces accusés figurait cet activiste dont on retiendra a été libéré après 4 mois d'emprisonnement au grand bonheur d'une foule immense venue l'accueillir. Le récit de Arsène Konditamdi. Un bain de foule pour Rasbat, libéré après 4 mois d'emprisonnement. L'activiste malien et chroniqueur radio était poursuivi avec 6 autres co-accusés pour complot contre le gouvernement. Le 2 mars dernier, la chambre d'accusation de la Cour d'appel du Bamako avait abandonné toutes les charges contre les accusés, mais les prévenus avaient été maintenus derrière les barreaux à cause d'un pourvoi du procureur général. Pour ses partisans, cela montre qu'il a été victime d'un acharnement politique. Confiance, je suis content, on est content, on est content. Tous les avocats de la défense sont contents. Enfin, le droit a été dit, la vérité a triomphé définitivement. Merci. On a toujours eu confiance à la justice du pays. C'est la preuve. Elle vient de prouver son indépendance, sa crédibilité, son sérieux. Merci. Pour ses avocats et ses soutiens, c'est le soulagement. Selon eux, la justice malienne prouve ainsi son indépendance. Nous avions dénoncé dès le départ la violation de toutes les procédures, ce qui dénote déjà des intentions politiques derrière cette procédure judiciaire qui n'en est pas une. La chambre d'accusation nous a donné raison. Mais malheureusement, l'emprise du politique a primé sur les droits. Parce que ces pourvois injustifiés et infondés du procureur général a maintenu des innocents en prison en violation de tous les instruments juridiques et relatifs aux droits de la personne humaine. Aujourd'hui, la justice a pris sa responsabilité, toute sa responsabilité, non seulement devant les Maliens, les Africains, mais aussi devant les histoires. Ça va rentrer dans les annales. 15 jours, la justice malienne a refusé d'obéir aux jonctions des politiciens qui sont à la manœuvre des mèches avec des religieux corrompus. Dans le cadre de cette affaire, Rasbat était poursuivi en même temps que Boubou Cissé, l'ancien Premier ministre, et d'autres hauts cadres de l'administration publique malienne. L'actualité hors de nos frontières ce 23 avril, c'est l'enterrement du maréchal du Tchad, le président Idriss Déby Itno, décédé ce 20 avril. C'est tout un pays qui rend un dernier hommage à son maréchal, l'ex-homme fort du Tchad, qui aura dirigé le pays d'une main de fer pendant 30 ans. De nombreuses personnalités comme le président Roch-Marc Christian Kaboré, son homologue français Emmanuel Macron, que vous venez de voir tout de suite en images, et des présidents de pays voisins participent en ce moment à ces obsèques nationales à N'Djamena. Voilà qui met fin à la synthèse de l'actualité de ce 23 avril. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir reçus chez vous. On se dit à demain, ici même à la même heure, pour un autre point de l'actualité. Bonsoir.